16h36 sur la première, la guerre menée depuis 50 ans contre les stupéfiants a échoué. Des milliards ont été dépensés pour lutter contre le trafic de drogue, en vain. Non seulement le nombre de trafiquants et de consommateurs a augmenté, mais dans le même temps, les ravages en termes de santé publique ont explosé. Ce constat, cela fait de très longs mois, voire même de très longues années, que la Commission mondiale sur la politique de la drogue le martèle aux quatre coins de la planète. Et puis il y a ce changement de cap intervenu ces derniers mois aux États-Unis. Pourtant, les États-Unis, forteresse déterminée de la répression, ce changement de cap où une vingtaine d'États ont partiellement ou totalement libéralisé la consommation de cannabis. Est-ce que c'est susceptible de changer la donne? Avec nous ce matin, l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreyfus, membre de cette fameuse Commission mondiale sur la politique de la drogue. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio de Genève jusqu'à 8h, Ruth Dreyfus. Cette commission, il y a pas mal de monde qui siège à vos côtés. Il y a Kofi Annan, Javier Solana, Richard Branson, pour citer les plus connus. Vous en êtes aussi. Est-ce que pour vous, Ruth Dreyfus, le constat est aussi sec que cela? La politique mondiale de lutte contre la drogue est un échec? Oui, je crois qu'on peut vraiment le dire parce que vous avez parlé des problèmes de santé publique qui sont extrêmement graves puisque l'alimentation, par exemple, de l'épidémie du sida et de l'épidémie de l'hépatite et en particulier de l'hépatite C parmi les personnes qui s'injectent des drogues est dramatique parce que la prohibition a marginalisé toute une partie de la population, en particulier les plus pauvres et les minorités raciales. Mais aussi parce que la violence de la lutte, de la guerre contre la drogue et de la guerre entre les gangs de drogue a fait des victimes en nombre énorme, j'entends. Prenons juste l'exemple du Mexique, on parle de 70 à 80 000 morts dans la guerre contre la drogue, on parle de 20 000 disparus, et l'histoire des étudiants qui l'autre jour ont été assassinés dans l'état de Guerrero n'en est que le dernier exemple. À vous entendre, la répression a donc échoué, il y a des problèmes de santé publique. Est-ce qu'on peut dire aussi, sur le plan géopolitique, que les narcotrafiquants sont plus forts que tous les gouvernements réunis? Oui, je dirais que malheureusement, les narcotrafiquants sont montés en puissance grâce à la prohibition, comme cela avait été d'ailleurs le cas aux États-Unis lors de la prohibition de l'alcool, qui a vu naître la mafia d'Al Capone et de quelques autres. Mais je dirais que la lutte contre le crime organisé est une lutte importante qui doit être faite en collaboration entre tous les États. C'est surtout une lutte contre le blanchiment de l'argent, contre la corruption, contre les gros, j'entends les responsables des mafias. Ce n'est pas la lutte contre le dealer du coin de rue, contre la mule qu'on arrête à la frontière ou contre le paysan qui finalement, pour exister, cultive de la coca ou de l'opium. On connaît votre position, Ruth Dreyfus, et celle de la Commission sur la politique de la drogue. Qu'est-ce qui prouve, enfin vous avez dû faire vos calculs peut-être, que la création d'un marché légal enlèverait vraiment aux gangs, aux mafias, aux narcotrafiquants la possibilité de faire du trafic? Alors d'abord, il ne faut pas être naïf. Le crime organisé fait flèche de tout bois. Il y a le trafic d'êtres humains, il y a le trafic d'armes, il y a 1000 activités illégales qui continuent à alimenter, bien sûr, le crime. Et là, encore une fois, la collaboration internationale est absolument indispensable. Mais vous parlez de preuves. Je dirais, on n'a peut-être pas encore de preuves, mais il faut en chercher. Et pour en chercher, il faut expérimenter de nouvelles solutions. Et comme le disait récemment un de nos membres, je crois, ou un spécialiste plutôt de ces questions, il disait la situation actuelle est tellement dramatique, l'échec est tellement patent que le risque de se tromper en essayant autre chose est infini. Oui, infiniment petit. Mieux vaut essayer, quitte à se tromper, mais l'erreur sera et l'échec serait moindre que ce qui se passe déjà maintenant. C'est ce que vous nous dites. Voilà, Alors, exactement, à condition d'y aller prudemment, à condition de faire des expériences, de les examiner avec des équipes scientifiques, de voir quels sont les résultats positifs et négatifs. Je ne crois pas qu'il faille tourner, si vous voulez, tout simplement de 180 degrés et se lancer dans une nouvelle idéologie. Au contraire, ce qu'il faut maintenant, c'est des évidences scientifiques. Alors, si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, ça bouge, le curseur est en train de bouger vers une dépénalisation, une légalisation, avec même parfois aussi une
une production autorisée par l'État. Cela dit, un bilan peut déjà être tiré. Le Colorado a légalisé la marijuana. 6 mois plus tard, l'État tire un bilan plutôt mitigé. La police, les hôpitaux doivent composer avec un afflux de cas d'empoisonnement, y compris chez les enfants. Est-ce que ça, c'est pas de nature à vous inquiéter? Si, bien sûr. D'ailleurs, un afflux, c'est peut-être beaucoup dire. Il y a eu quelques cas, effectivement. Et je dois dire que le cas du Colorado est assez exemplaire d'un libéralisme qui va trop loin, d'un contrôle qui est insuffisant. Pourquoi ? Parce que la loi du Colorado, qui a été d'ailleurs décidée en votation populaire, est très détaillée, mais elle ne permet pas à l'État, par exemple, de contrôler le type de produits qui sont offerts dans les magasins spécialisés. Alors, il y a des bonbons, il y a des biscuits, il y a des céréales du petit déjeuner. Et les cas dont vous parlez ont été faits parce que des parents absolument irresponsables ont laissé de telles choses sur la table de la cuisine et que des enfants se sont donc trompés, ont goûté. J'entends. Il est clair, par exemple, que si on faisait ce pas en Suisse, on interdirait ce type de produits dans le commerce. On contrôlerait très étroitement ce qui peut être offert et à qui. Et on l'interdirait au moins de 16 ans, 18 ans. Vous avez déjà une expertise là-dessus ? Oui, 18 ans. Je crois qu'un bon exemple, c'est l'exemple de la loi sur l'alcool, qui nuance d'ailleurs selon la teneur en alcool entre 16 et 18 ans. Ruth Dreyfus, à cette question-là, que répondez-vous? Dépénaliser, c'est prendre le risque d'augmenter la consommation. Que disent les études? Alors là, c'est vraiment la grande question et on va voir ce que ça donne. On a quelques indices. La dépénalisation, comme vous dites, c'est-à-dire la simple décriminalisation, cesser de mettre des gens en prison. C'est pas encore la légalisation, c'est l'étape avant. Ça n'est pas encore la légalisation. Les États qui ont fait ce choix n'ont pas vu d'augmentation de la consommation. Je pense très concrètement maintenant au Portugal, aux Pays-Bas, qui a un taux de consommation relativement bas malgré les coffee shops par rapport à la France, par exemple, qui est très, très répressive et qui a un taux de consommation bien supérieur aux Pays-Bas. Mais c'est la grande question et encore une fois, il va falloir des expériences pour savoir comment éviter cela. Encore une fois, si on y venait en Suisse, il faudrait bien sûr aussi des mesures d'accompagnement, plus de prévention, plus d'information de la population, plus de répression du marché noir dans la mesure où il y aurait un marché licite. Tout ça va coûter ou coûterait beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que c'est acceptable pour les finances fédérales, ça, Ruth Dreyfus, et cantonales ? Je ne crois pas que ça coûterait beaucoup d'argent si on en arrivait, encore une fois, au-delà de certaines expériences qui nous permettraient de savoir où on met les pieds, coûterait beaucoup d'argent. J'entends finalement, on tire aussi de l'argent, par exemple de la vente de l'alcool ou de la vente des cigarettes, et cela permettrait de financer tout à fait les mesures d'accompagnement dont je parle. Pour vous, c'est une sorte d'injustice un peu historique que l'alcool soit totalement légalisé. Alors bien sûr, il y a des limites, on ne doit pas boire au volant, etc. Mais enfin, il y a une sorte d'injustice historique. On devrait mettre ces produits sur le même plan. Non, pas tous les produits. Certains sont plus dangereux encore que d'autres. Et il faut, encore une fois, en savoir plus pour savoir ce qu'on peut proposer à terme et de façon définitive. On s'en tient au cannabis, là, alors, pour vous? Mais si on s'en tient au cannabis, alors oui, c'est absolument ridicule. J'entends l'alcool est plus dangereux que le cannabis et le tabac est plus addictif que le cannabis. C'est une raison idéologique et historique qui fait que l'on ait mis cette plante au banc, si on veut, de la société. En général, c'est parce que ce sont des minorités, des pauvres qui les consommaient plutôt que la bonne société. Pour ne prendre qu'un exemple, vous savez que la cocaïne, elle, est consommée sans danger ou sans danger excessif par des gens qui en contrôlent la consommation et qui appartiennent à la haute société. Et qui en contrôlent la qualité aussi, parce que la coke Absolument. des riches n'est pas la coke des pauvres, qu'on trouve dans les rues, qui est coupée aussi avec des choses tout à fait terribles et qui est dangereuse pour la santé. Là, il y aurait un risque aussi à dépénaliser la coke. Non, au contraire. On contrôlerait la qualité pour vous? Ce serait facile de le faire? Mais bien sûr, j'entends... Encore une fois, nous ne parlons pas de libéralisation. Il faut distinguer aussi ce qu'on appelle la décriminalisation, c'est-à-dire de cesser de mettre des gens en prison ou de les punir ou d'avoir des conséquences en termes d'avenir professionnel parce qu'il y aurait le registre des peines qui resterait collé à l'histoire de ces personnes.
Mais ça, c'est une chose. Et là, il faut rappeler que, par exemple, aux États-Unis, la moitié de la population incarcérée l'est pour des violations de la loi sur les stupéfiants, pour ne pas parler de cas plus dramatiques de punitions allant jusqu'à la peine de mort dans le monde. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'un côté dépénaliser, parce qu'il est ridicule de punir des gens pour ce qui, à la limite, ne leur cause d'ennui qu'à eux-mêmes, j'entends, et de risques de santé qu'à eux-mêmes et pas à la société. Et deuxièmement, la question, c'est celle de la régulation des marchés. Ça ne peut être qu'un marché extrêmement contrôlé selon la dangerosité des substances. Et sur ce plan-là, l'alcool nous donne effectivement quelques exemples. Le tabac également, peut-être encore avec plus de succès. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'alcool est plus dangereux que le cannabis. Oui. C'est difficile à dire ça dans un pays vitivinicole comme la Suisse. Oui. C'est tabou, ça. Il faut briser ce tabou. Et tout le monde n'est pas d'accord sur le plan scientifique. L'alcool est plus dangereux que le cannabis. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Non, je crois que scientifiquement, on est assez d'accord. D'ailleurs, à l'époque où j'étais encore au Conseil fédéral, on a fait des études aussi sur le coût, par exemple, social et sanitaire de la consommation d'alcool. Non, l'alcool est pire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'alcool est effectivement nous pose un problème grave par rapport à la jeunesse. Et là aussi, il faudra renforcer la prévention et, à mon avis, très clairement, augmenter de nouveau le prix de l'alcool. Ça a été une catastrophe de voir que les alcools forts sont aussi facilement accessibles et à un prix aussi bas. En 2008, rue Dreyfus, les citoyens suisses avaient rejeté la dépénalisation du cannabis. Sauf erreur, c'était aux alentours de 36% de oui seulement. Là, les choses sont en train de bouger. Selon vous, les mentalités, y compris des parlementaires, sont en train de bouger? Ou est-ce qu'on n'a pas évolué depuis 2008 sur cette question? Je crois qu'on a beaucoup évolué. Et le vote de 2008 était un vote tenu dans des conditions un peu difficiles, parce qu'il y avait d'un côté la proposition du Parlement et du Conseil fédéral de réviser la loi sur les stupéfiants, et cette fameuse initiative sur le cannabis paraissait un peu, non pas comme un complément, mais comme en opposition avec la politique officielle. Et elle n'était pas défendue par des gens qui, au fond d'eux-mêmes, savaient que ça serait un pas en avant. Mais c'était la libéralisation totale, alors que moi, je ne prêche pas pour cela aujourd'hui. Je prêche pour une expérimentation prudente, scientifiquement accompagnée, pour savoir, encore une fois, où on va mettre les pieds. Mais je dois dire que depuis que l'on sait que je continue à m'engager dans la recherche d'une politique plus rationnelle en matière de drogue, parce que c'est ce que je fais depuis 20 ans maintenant, je me fais aborder dans la rue très souvent par des gens qui me disent « Allez-y, vous avez raison, la situation actuelle est tout simplement tellement contradictoire qu'elle ne permet pas de faire une bonne prévention. » Parce qu'encore une fois, la jeunesse, ce qu'elle veut, c'est de la cohérence. C'est qu'on lui donne un message clair. Le message clair, ce sont des substances qui recèlent des dangers, des risques. C'est pour ça qu'il faut les contrôler. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser dans les mains criminelles. Voilà un message qui, à mon avis, est beaucoup plus clair que le message actuel qui dit « Attention, c'est dangereux, diabolisons la substance », mais en fait, on est incapable de vous protéger du marché noir. Rue Dreyfus, autre sujet avant de passer à la lecture de la presse, parce qu'on ne peut pas ne pas vous interroger là-dessus. La réforme prévoyance 2020 d'Alain Berset, on en parle depuis quelques semaines, c'est économiser 1 milliard de francs en augmentant l'âge de la retraite, 65 ans pour tout le monde, y compris les femmes. Ça doit vous faire quelque chose quand vous voyez cela. Vous étiez aux manettes il y a quelques années. Est-ce que c'est acceptable, ça, la proposition 2020 d'Alain Berset? En gros, tout à fait. Y compris pour les femmes? Ah oui, tout à fait. Je vous rappelle que je l'ai proposé également il y a quelques années, comme lui, avec ce sentiment difficile de proposer quelque chose qui n'est pas soutenu par ma propre famille politique et mes amis syndicalistes, enfin, dont je suis toujours. Les syndicats sont opposés à cette réforme, d'ailleurs, là, beaucoup? Oui, je crois que si le paquet est équilibré, cette réforme sera acceptée. Je sais qu'Alain Berset fait tout pour que ce paquet d'ensemble soit justement équilibré. Je vous rappelle que l'échec de la 11e révision de l'AVS, c'est parce que le paquet était totalement déséquilibré. Il n'y avait que l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes et que des péjorations. Je vous rappelle que la baisse du taux de conversion du deuxième pilier a été rejetée par le peuple à une très large majorité, parce que c'était totalement déséquilibré et que ça n'était pas du tout nécessaire au moment où ça a été proposé. Non, bonne chance à Alain Berset. Moi, je
je le soutiens, encore une fois, en gros, totalement. Sur certains détails, on peut discuter, mais c'est à ça que sert le Parlement.